Ce qui se passe à Gaza et en Israël a des répercussions sur l'ensemble du Moyen-Orient. Je suis Yair Pinto et je vous demande de vous joindre à moi pour écouter notre expert TBN, Mati Shoshani, qui nous aidera à mieux comprendre comment Dieu agit à Gaza et au Moyen-Orient. L'Arche de Poséidon est le nom de l'opération secrète contre les Houthis. L'Iran prend des risques et attaque au Pakistan. La Jordanie rejoint Israël et les Houthis, eux, restent des Houthis. Voici tout ce qui s'est passé cette semaine chez nos voisins. Cette semaine, les États-Unis et la Grande-Bretagne ont lancé une opération commune, baptisée l'Arche de Poséidon, pour neutraliser les lance-missiles, les installations de radars et d'autres infrastructures exploitées par les Houthis au Yémen. L'opération comprenait des frappes de missiles Tomahawk et d'autres munitions de précision lancées à partir d'avions tactiques, des navires et des sous-marins. Les forces armées et les services de renseignement de plusieurs autres pays ont participé à cette opération. Le portail d'information libanais Al-Mayadeen, affilié au Hezbollah, a rapporté que des infrastructures Houthis avaient été frappées dans la capitale Sanaa et dans les provinces de Thèse, Al-Bida et Hadja. Ces noms ne vous sont sans doute pas familiers, tout comme ils ne l'étaient pas pour moi lorsque j'en ai entendu parler pour la première fois. Mais il existe au Yémen des villes où vivent un grand nombre de personnes que les Houthis contrôlent et exploitent impitoyablement à leur profit et au profit de l'Iran. Une source militaire de la milice Houthi a déclaré à la chaîne qatari Al Jazeera que les récentes attaques menées par les États-Unis étaient les plus violentes à Sanaa depuis le début de l'offensive au Yémen. On peut donc supposer que les attaques ont détruit du matériel de grande valeur pour les Houthis et leurs commanditaires iraniens, puisqu'il a également été rapporté de manière fiable que des spécialistes de l'organisation terroriste libanaise Hezbollah ont été déployés au Yémen pour aider à cibler le transport maritime international. On peut également supposer que certains de ces spécialistes ont également été touchés par ces récentes frappes. Le ministre britannique de la Défense, Grant Shapps, a déclaré à propos de ces frappes qu'elles porteraient un nouveau coup au stock limité des Houthis et à leur capacité à menacer le commerce mondial. Nous continuerons à soutenir la stabilité régionale dans l'ensemble du Moyen-Orient. Cependant, alors que les dirigeants occidentaux comme Shapps parlent de promouvoir la stabilité, cet objectif n'est pas à l'ordre du jour de tout le monde. Un membre du Conseil politique suprême des Houthis, Mohamed Ali Al-Kouti, a évoqué les récentes frappes américaines et britanniques contre des cibles des milices au Yémen, affirmant qu'elles ne feraient que renforcer le peuple yéménite. Dans une déclaration qu'il a publiée à ce sujet sur Twitter, il a écrit que les Américains et les Britanniques doivent comprendre que nous sommes dans une période de riposte et que notre peuple ne connaît pas la voie de la capitulation. Il s'adresse aux États-Unis et à la Grande-Bretagne et souligne que vos attaques ne feront que renforcer le peuple yéménite et le rendre plus déterminé à vous affronter. Selon lui, les Yéménites se battent pour empêcher le génocide et le siège des habitants de Gaza. Il est à noter qu'historiquement, les régimes autoritaires, les tyrans et les dictateurs de toutes les variétés politiques, religieuses et idéologiques ont toujours eu pour tactique favorite de prétendre parler et agir au nom de la population des régions qu'ils contrôlent. Cependant, nous entendons rarement parler directement des populations du Yémen, de la Corée du Nord ou de bien d'autres endroits où des régimes tyranniques les gouvernent et les exploitent. Mais lorsque nous les entendons, c'est parce qu'ils en ont finalement eu assez de leurs dirigeants tyranniques et ils sont prêts à se lever et à les faire tomber. L'Iran est un exemple d'endroit où la population se fait entendre, et ce depuis une bonne partie de la dernière génération, car elle descend régulièrement dans la rue pour protester contre le régime des ayatollahs. Mais même après de nombreuses années de protestation, le régime continue de s'accrocher au pouvoir avec une poigne de fer, en faisant ce qu'il veut en Iran et en soutenant des groupes terroristes dans tout le Moyen-Orient et au-delà. Cette semaine, l'agence de presse Reuters a publié une enquête approfondie sur l'aide fournie par l'Iran aux rebelles Houthis. Le rapport contient des détails sur les fonctionnaires du corps des gardiens de la révolution islamique et les spécialistes de l'organisation libanaise Hezbollah qui participent aux attaques des Houthis contre les navires dans la mer Rouge et les aident à se diriger. Le rapport contient le témoignage d'un ancien membre de l'armée régulière du Yémen que les Houthis ont combattu pendant des années avant de prendre le contrôle du pays. L'ancien officier a déclaré que ces membres du CGRI et du Hezbollah supervisaient l'entraînement des forces Houthis et leurs opérations, mais aussi le réassemblage des missiles introduits au Yémen sous forme de pièces détachées. Depuis les événements du 7 octobre, l'Iran s'est abstenu de répondre directement aux attaques israéliennes contre ses filiales au Moyen-Orient. Mais cette semaine, cette stratégie a été légèrement modifiée, les forces du CGRI ayant lancé des attaques de missiles et de drones depuis le territoire iranien sur des positions tenues par certains de leurs antagonistes régionaux, mais sur le territoire de pays voisins. L'une de ces attaques visait la ville de Yerbil, dans la région kurde semi-autonome du nord de l'Irak. Le CGRI a affirmé, sans fournir aucune preuve à l'appui, qu'il avait pris pour cible un siège régional du Mossad lors de cette attaque. Cette affirmation a été rejetée par le ministre irakien des Affaires étrangères.
qui a déclaré que les Iraniens mentaient en disant qu'ils avaient frappé une base du Mossad dans le nord de l'Irak pour dissimuler le fait qu'ils n'étaient pas en mesure de frapper directement Israël. Il a aussi déclaré que le gouvernement irakien avait l'intention de porter l'affaire devant le Conseil de sécurité de l'ONU. La semaine dernière, le CGRI a également tiré des missiles sur un petit village de l'ouest du Pakistan, affirmant frapper Jaish el-Adeh, l'armée de la justice, une organisation qui s'efforce d'obtenir l'indépendance pour la minorité baloutche en Iran, au Pakistan et en Afghanistan. Ce groupe a revendiqué de nombreuses attaques contre le CGRI, la police des frontières iraniennes et des positions de l'armée du côté iranien de la frontière. Assez ironiquement, cette affirmation iranienne de frapper un groupe terroriste qui avait tué ses soldats aurait pu être vraie. Le gouvernement pakistanais s'est néanmoins vivement offusqué de la violation de sa souveraineté par l'Iran et a réagi en lançant des frappes aériennes sur ce qu'il a qualifié de camp d'entraînement terroriste dans le sud-est de l'Iran. Après d'intenses efforts diplomatiques de la part des grandes puissances, dont aucune n'aurait intérêt à ce qu'une guerre éclate entre l'Iran et le Pakistan, les deux parties semblent s'être mises d'accord pour ne pas laisser la situation devenir incontrôlable. Mais une limite a été franchie, et personne n'est susceptible de l'oublier de sitôt. Une autre cible des frappes de missiles de l'Iran la semaine dernière était Daesh, qui, au cas où vous ne le sauriez pas, est toujours bien réel et actif, bien qu'il ait subi une défaite stratégique majeure au cours de la dernière décennie. Les camps de Daesh en Syrie ont été frappés par des missiles iraniens la semaine dernière, en représailles, selon le CGRI, à un attentat à la bombe perpétré dans la ville iranienne de Kirman lors d'un service commémoratif marquant le 4e anniversaire de l'assassinat du chef du CGRI, Qassem Soleimani. Ces attaques étaient très embarrassantes pour le régime iranien, et il semble que ce soit précisément la raison pour laquelle Daesh les a perpétrées. Il ne fait aucun doute que le CGRI aurait aimé frapper un siège régional du Mossad ou toute autre cible israélienne, étant donné qu'Israël l'a également mis dans l'embarras en assassinant méthodiquement un haut responsable iranien, un autre au Liban et un en Syrie au cours des dernières années. Une nouvelle frappe aérienne menée cette semaine en Syrie aurait éliminé 3 généraux du corps des gardiens de la révolution islamique, dont le commandant des services de renseignement du CGRI. Cette frappe fait suite à l'assassinat du général Ghazan Moussavi du CGRI à Damas le 3 décembre, qui a porté un coup sévère aux capacités opérationnelles iraniennes et, peut-être plus important encore, au prestige de l'Iran. L'Iran a promis de se venger d'Israël pour cela et pour de nombreux autres coups qu'il a portés à la stratégie régionale du régime des ayatollahs au fil des ans. Mais le temps a passé, ces menaces n'ont jamais été mises à exécution et la République islamique d'Iran continue à encaisser un coup après l'autre de la part d'Israël. Tous les autres ennemis du régime ont sans doute vu cela et en ont été encouragés. Dans cette optique, ces attaques de missiles sur des sites en Irak, en Syrie et au Pakistan sont presque logiques. Il s'agit d'une démonstration de force de l'Iran pour contrer l'impression qu'il est impuissant et incapable de répondre à tous les coups qu'Israël ne cesse de lui asséner. Mais si c'était leur intention, ils ont largement échoué, comme le ministre irakien des Affaires étrangères les a publiquement dénoncés pour leur tromperie. Daesh est très peu susceptible d'être dissuadé, ou même distrait par ces frappes, et le Pakistan a répondu en nature à leurs frappes. Cet incident avec le Pakistan est peut-être le plus dommageable pour l'Iran, car il a irrité les grandes puissances, y compris ses alliés, la Russie et la Chine, parce qu'il risquait de déclencher un conflit régional majeur, faisant apparaître l'Iran plus imprudent que fort. En attendant, ce n'est probablement qu'une question de temps avant de voir le prochain rapport sur un officier supérieur iranien, un agent terroriste commandité par l'Iran ou un dirigeant du Hezbollah tué par un tir de missile au Liban ou en Syrie. Conformément à la procédure habituelle, Israël ne confirmera ni ne niera qu'il est responsable de ces événements. Mais ce n'est pas la seule chose qui devrait nous inquiéter. Car cette semaine, le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Raphaël Grossi, a mis en garde contre les progrès accélérés du programme nucléaire iranien. Dans une interview accordée à un site web de Bloomberg, le directeur de l'Agence de l'énergie atomique a déclaré que les inspecteurs de l'agence estiment que l'Iran possède désormais des quantités suffisantes d'uranium hautement enrichi pour construire plusieurs ogives nucléaires. L'Iran a enrichi l'uranium à 84%, soit seulement 6% de moins que le niveau nécessaire à la fabrication d'une arme nucléaire. Une bombe nucléaire nécessite en effet des composants supplémentaires et l'uranium enrichi à un niveau élevé est un composant important, mais pas exclusif. Mais je dois insister sur ce point dans ce rapport, l'Iran n'est plus en train de se rapprocher d'une bombe atomique, il en est très proche. Les attaques des Houthis, soutenues par l'Iran, contre le trafic maritime en mer Rouge, ont eu au moins un résultat inattendu. Les producteurs des pays d'Asie de l'Est ont commencé à décharger leurs cargaisons à Dubaï et à Bahreïn avant de les charger sur des camions et de les transporter à travers l'Arabie Saoudite jusqu'en Jordanie, ouvrant ainsi des voies terrestres à ces camions pour les amener ensuite dans les ports israéliens. Ils sont ensuite chargés sur d'autres navires qui les transportent vers les marchés européens. Cette voie terrestre est plus coûteuse que la voie maritime qui passe par la mer Rouge. Mais depuis que les attaques des Houthis ont rendu cette route périlleuse, la voie terrestre passant par l'Arabie Saoudite, la Jordanie et les ports israéliens est devenue économiquement viable par rapport à la voie maritime beaucoup plus longue qui contourne le Cap en Afrique du Sud.
Ce contournement créatif sera une aubaine pour l'économie de la Jordanie et d'Israël, qui bénéficieront des droits de transit et d'autres taxes sur les marchandises transportées par camion à travers leur territoire. Il permettra également aux marchandises d'arriver en Israël avant la fête de Pessah. Bien que certaines compagnies maritimes aient décidé de cesser d'envoyer des marchandises directement en Israël par crainte de représailles de la part des Houthis. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'une percée économique historique qui met en lumière la coopération économique et commerciale entre les pays arabes qui se sont joints à Israël pour combattre l'axe du mal. L'objectif du nouveau passage n'est pas de remplacer l'utilisation du canal de Suez, mais d'être une voie express complémentaire, qui servira de voie de contournement de la menace Houthi dans la mer Rouge en cas d'urgence. Il réduira également les délais d'expédition de 10 jours en période de calme. Pour rappel, l'Iran tente également d'acheminer des marchandises à travers le territoire jordanien, mais sans accord de la Jordanie. En fait, les forces armées jordaniennes ont mené plusieurs attaques contre les tentatives de l'Iran et des groupes qu'ils contrôlent d'acheminer de grandes quantités de stupéfiants du Liban et de la Syrie vers l'Arabie saoudite, le Koweït et les Émirats arabes unis en passant par son territoire au cours des dernières semaines. Il y a des raisons de croire qu'Israël a fourni un soutien en matière de renseignement et peut-être d'autres formes d'assistance à la campagne antidrogue jordanienne. Voilà un aperçu de ce qui se passe dans notre voisinage au Moyen-Orient cette semaine, alors que la crise régionale croissante menace de se transformer en guerre mondiale. Si vous voulez continuer à être informé sur ce que Dieu fait au Moyen-Orient et aider les autres à faire de même, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, suivez-nous sur les médias sociaux et partagez notre contenu. Joignez-vous à nous dans la prière sur ces questions et priez pour la paix à Jérusalem.